pour ce webinaire qui va porter sur la prochaine campagne CDP, la campagne 2026, avec pour objectif de faire du CDP un levier stratégique et générateur d'impact au-delà du simple reporting. J'ai le plaisir d'animer cette heure aux côtés d'Olivier Pérignon, qui est notre lead CDP pour l'Europe du Sud. Et nous avons ensemble le grand plaisir d'accueillir Thibaut Piston, qui est en charge chez L'Oréal du reporting et de la performance sur les volets environnement, santé et sécurité. Bienvenue à tous. Cet événement a été rendu possible grâce à toute une équipe. Je ne vais pas citer tous les prénoms, mais je remercie chaleureusement tous ceux qui sont derrière l'écran et qui ont activement contribué. Donc Olivier, je te propose qu'on démarre. Alors, il ne vous a sans doute pas échappé qu'EcoAct est devenu Schneider Electric Advisory Services. Vous le voyez avec une présence renforcée, un accompagnement d'entreprises du Fortune 500 très important et information notable, notre cabinet est porté par Schneider Electric, qui est reconnu comme l'entreprise la plus durable au monde. Finalement, SI Advisory Services, c'est la force de Schneider Electric appliquée aux enjeux de durabilité et d'énergie. Nous combinons des prestations de conseil et de technologie les plus avancées pour transformer vos ambitions en résultats concrets. Et c'est vraiment ce qui nous distingue, cette ambition de vous accompagner pour réduire vos risques, accélérer vos démarches de décarbonation et également renforcer votre résilience depuis la stratégie jusqu'à l'opérationnalisation dans vos usines et dans vos sites, également auprès de votre chaîne de valeur et notamment auprès de vos fournisseurs. En matière de CDP, une longue expérience, un long partenariat avec le CDP, puisque nous sommes partenaires Gold depuis maintenant plus de 10 ans. Nous couvrons l'ensemble des questionnaires CDP. Vous savez que nos consultants sont formés aux méthodologies. Nous avons développé des outils dédiés pour améliorer votre qualité de réponse au reporting et vous permettre de descendre dans des analyses détaillées. Nous avons enfin mis sur pied depuis l'année dernière un club VIP CDP qui vise à offrir à nos clients des événements de très grande qualité et également du contenu et de l'expertise spécifique. En matière d'impact, vous voyez ici quelques chiffres. En matière de clients, sur l'ensemble de SI Advisory Services, c'est plus de 150 clients accompagnés en 2025. Pour l'équipe de l'Europe du Sud, dont nous faisons partie avec Olivier, c'est plus de 50 consultants engagés auprès de vous et des résultats que vous voyez ici affichés avec des pourcentages qui reflètent les bonnes notes, très bonnes notes, voire excellentes notes qu'obtiennent plus d'un tiers de nos clients et 2 tiers d'entre eux changent de catégorie de notes grâce à notre accompagnement. Alors, au menu ce matin, 3 grands temps. On vous propose de repartir du sens. Pourquoi choisissez-vous de répondre au CDP en 2026 ? Thibaut nous donnera également son avis sur le sujet. Quel CDP en 2026 ? Quelles sont les particularités qui nous attendent ? Et enfin, nous échangerons avec Thibaut sur les facteurs clés de succès de la démarche CDP de L'Oréal. Pour mémoire, L'Oréal est triple A depuis plus de 10 ans maintenant, puisque je crois que vous avez fêté, Thibaut, votre 10e triple A l'année dernière. Et en préparant la séance, on se disait avec Thibaut et Olivier que SI Advisory Services et avant ça EcoAct
accompagne L'Oréal sur le volet climat au moins depuis 2016. Donc, on va fêter nous aussi la 10e année. Je propose qu'on démarre sans plus attendre avec cette question: pourquoi répondre au CDP en 2026? Et on va vous solliciter pour répondre à la question suivante. On vous a préparé un petit QCM pour que vous puissiez répondre à cette question. Quels objectifs cherchez-vous à atteindre à travers l'exercice du CDP? Donc, vous pouvez choisir plusieurs réponses sur la fenêtre qui s'affiche. Donc, répondre aux demandes des investisseurs et des clients, structurer et piloter votre stratégie environnementale, identifier vos leviers de décarbonation, benchmarker votre performance sectorielle, anticiper les obligations réglementaires, renforcer votre crédibilité et votre transparence environnementale, mobiliser vos équipes autour des enjeux environnementaux, engager votre chaîne de valeur et ou accéder à de meilleures conditions de financement. On se laisse encore quelques secondes. Et normalement, on devrait pouvoir voir vos résultats. Tadam, suspense. Peut-être qu'on peut clore désormais. Je suis un peu impatiente de savoir. Ah ah. Alors, la première réponse est de celle qui revient en premier, c'est à près de 80%, répondre aux demandes de vos investisseurs. Et dans le top 3, nous avons structuré et piloté votre stratégie et identifié. Non, pardon. Le top 3, ah pardon, ça n'est pas rangé dans l'ordre. Donc, je reprends ma copie. Le top 3 est le suivant: répondre aux demandes des investisseurs à 80%, renforcer votre crédibilité et votre transparence environnementale. Et ex aequo à 44%, nous avons structuré et piloté votre stratégie environnementale ex aequo avec benchmarké votre performance sectorielle. Merci beaucoup, c'est très utile. Je vais donc désormais passer la parole à Olivier qui va commencer par partager pourquoi nous faisons l'exercice du CDP avec vous. Merci Anne. Donc oui, comme a expliqué Anne, le CDP, donc c'est un outil de reporting, mais pour nous, c'est un outil qui va beaucoup plus loin. Donc on essaye vraiment de mettre du sens derrière le CDP pour que que le CDP devienne vraiment un outil stratégique unique. Donc pour vous permettre d'évaluer votre engagement et d'identifier les meilleures pratiques pour cibler vos enjeux. Également pour engager votre direction et vos équipes internes. Également, le CDP est important pour améliorer votre réputation et également, enfin, améliorer votre réputation auprès des autres entreprises et des parties prenantes. Comme vous le savez, le CDP reste l'outil, l'indicateur extra-financier numéro un pour les investisseurs, avec 2 tiers de la capitalisation boursière mondiale et 22 000 entreprises qui y répondent. Beaucoup d'instituts financiers utilisent le CDP pour piloter leurs investissements. On vous a mis sur cette slide plusieurs exemples d'institutions qui utilisent les données CDP comme Schroeder, CPRM et BBVA. Les données CDP sont directement transmises à des investisseurs représentant plus de 127 000 milliards d'actifs. Le CDP également permet de tracer les grandes tendances. Donc, grâce aux devoirs et à la transparence que font les entreprises à travers le CDP, on est en mesure de tracer et d'évaluer la maturité des entreprises. Donc, typiquement en France, là, on vous a décrit un petit peu l'état d'avancement de la stratégie climat des entreprises répondantes au CDP. Typiquement, 30% des entreprises françaises qui répondent au CDP sont engagées SBT sur le scope 1, 2 et scope 3, sur la réduction des émissions,
En moyenne, les entreprises sur le scope 1 réduisent de moins 13%, sur le scope 2 de moins 40% et sur le scope 3 de moins 2. 40% d'entre elles publient un plan de transition public. À noter que les entreprises répondant au CDP représentent et génèrent 60% du chiffre d'affaires total des entreprises françaises, ce qui est un bon représentatif du tissu économique français. Donc voilà pour notre vision du CDP. Donc vraiment un outil qui a pour nous du sens en matière de transparence et pour piloter votre action environnementale. Euh, Maintenant qu'on a vu le sens derrière le CDP, on peut se projeter dans la prochaine session, donc la session 2026, car le CDP a d'ores et déjà communiqué sur des promesses, sur plusieurs changements qu'ils allaient opérer pour la prochaine campagne. Si on revient un petit peu en arrière, en 2024, le CDP a entamé sa grande modification pour améliorer son questionnaire et avoir plus grande exhaustivité des thèmes parcourus. L'année dernière, on a eu une année de stabilisation pour laisser le temps aux entreprises de prendre en compte les changements opérés en 2024. Cette année, le CDP a communiqué sur une année de simplification. Donc simplification selon plusieurs grands axes sur les structures et ressources. Donc le CDP va améliorer et clarifier son questionnaire et ses ressources méthodologiques pour donner de la clarté aux entreprises qui y répondent. Le CDP va également améliorer sa plateforme pour permettre des nouvelles features comme le téléchargement direct des données ou la réutilisation des rapports précédents ou encore un assistant IA. Concernant le contenu et les normes, le CDP a d'ores et déjà communiqué sur un accent renforcé sur l'adaptation et la résilience, sur les eaux usées, les polluants, l'eau douce et les plastiques. On aurait normalement un changement minime sur les critères essentiels et le CDP va tenter et a promis donc d'appliquer la logique write once, read many times, donc d'éviter que vous reportiez plusieurs fois les mêmes informations au sein du questionnaire. L'objectif est vraiment de vous faire gagner du temps et de réduire le coût de réponse au CDP. Concernant les modules, on va avoir un nouveau module, le module Océan, qui sera non noté comme le plastique et la biodiversité. Pour la forêt, on aura pour la première année des notes pour le cacao, le café, le bétail et le caoutchouc, et un seuil de matérialité plus clair concernant l'obligation de divulgation de la commodité en question, qui va passer de 1% à 5% du volume. Donc voilà pour les changements. Concernant le calendrier, donc en 2026, on va avoir un calendrier assez similaire à 2025, avec, on a eu donc la publication des notes en janvier, la fin du procédure d'appel le 4 février. Le CDP a communiqué sur la publication du questionnaire et du scoring fin avril, la semaine du 27 avril. La plateforme sera ouverte à partir de la semaine du 15 juillet et se fermera la semaine du 14 septembre. Et le CDP a communiqué sur une publication des notes fin novembre, donc plus tôt que cette année où on a vu des notes publiées en début janvier. Donc voilà pour les informations qu'on a à date concernant le CDP 2026. On devrait avoir donc plus d'informations dans les semaines à venir et surtout à partir de fin avril avec la publication du nouveau questionnaire et des nouvelles grilles de scoring. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer à la discussion qu'on va avoir avec Thibaut pour évaluer les facteurs clés de succès d'une bonne campagne CDP. En guise d'introduction, Thibaut, je vais te laisser te présenter et également expliquer quels sont pour vous les objectifs que vous cherchez à travers le CDP pour L'Oréal. Bonjour à tous et merci Olivier et Anne pour l'introduction. Bon, vous avez compris, mon nom c'est Thibaut Piston et je suis chez L'Oréal, la personne qui est en charge de la coordination du CDP. Euh, c'est dans notre équipe historiquement et j'ai repris le flambeau il y a maintenant 2 ans. Et pour répondre à la même question à laquelle vous avez été soumise, nous, on va avoir plusieurs raisons et des raisons assez similaires à ce que vous avez noté qui nous poussent à répondre au CDP et depuis maintenant plus de 10 ans.
La première, c'est les directions que nous donne le CDP en tant qu'organisme de référence et son rôle dans la donnée environnementale et sa manière de scorer et la manière dont il met en avant et dont il fait évoluer ses critères. Le CDP nous a permis d'accompagner la trajectoire qu'on voulait prendre et de nous donner du grain à moudre et de de la matière pour réfléchir sur les directions qu'on veut prendre. Et donc nous, concrètement, ça a pu nous faire évoluer sur certaines parties qu'on n'avait pas forcément dans le viseur. Et quand on les voit progresser petit à petit dans la scoring et devenir de plus en plus importants, eh ben, ça nous a poussé et ça a été un excellent argument pour les mettre en place dans les années précédentes. Et un exemple que je peux citer, par exemple, c'est le mécanisme de feedback dans la partie climat avec les investisseurs, des choses qu'on n'avait pas toujours dans le viseur et qui ont été extrêmement utiles à un excellent argument pour les pousser. Le deuxième, et ça bien sûr, c'est le premier, c'est celui que vous avez mis en avant aussi, c'est la perception par les investisseurs et la force de cette notation. On sait que le CDP est l'un des organismes les plus utilisés. Quand on regarde les études Rate the Raters, par exemple, ou d'autres études qui positionnent le CDP, on a évidemment envie, pour montrer notre position environnementale, et d'aller y répondre et de voir comment est-ce qu'on se positionne dans cet environnement. Donc on a la chance c'est par le travail d'être AAA depuis 10 ans sur ce sujet. Et il y a deux derniers sujets qui sont importants pour nous. Ça va évidemment être l'engagement fournisseur, parce qu'en effet, il y a un quatrième A, donc qui n'est pas encore sorti pour cette année, mais qu'on avait déjà eu l'année précédente, qui nous permet en fait de récupérer de la donnée sur nos fournisseurs, de savoir comment est-ce que les engager dans la transition que l'on doit mener, et aussi cette capacité avec cette donnée à pouvoir se benchmarker et se positionner parmi les leaders à travers la donnée que tout le monde soumet au CDP. Donc ça va être ça les grands piliers pour nous qui expliquent notre engagement et qui vont faire en fait du CDP à la fois un exercice de reporting, mais surtout un exercice qui nous permet d'ajuster et de compléter la stratégie environnementale qu'on a mis en place depuis des années. Merci Thibaut, super clair. Euh, pour les prochaines étapes, donc là, on va essayer de se plonger dans une année CDP, et reprendre le calendrier type, donc du début jusqu'à la fin de l'année, pour évaluer ensemble quelles sont les étapes clés à prendre en compte pour réussir sa campagne. Donc nous, avec nos clients, on essaye d'œuvrer le plus tôt possible, donc en amont de la campagne, à partir de janvier-avril, à réception des notes. On commence donc à analyser la note, la scorecard qui a été communiquée par le CDP, pour évaluer les leviers, quels ont été les notes et les leviers identifiés par le CDP. On fait aussi, ça nous arrive aussi de faire des études pour essayer de situer la maturité de notre client par rapport à ses pairs, pour évaluer des leviers d'amélioration. On travaille également avec eux pour capitaliser sur le rapport CSRD et faire en sorte d'être prêt quand la campagne CDP va commencer. Donc Thibaut, je sais pas, enfin vous, de votre côté, en janvier, en avril, qu'est-ce que vous mettez en place pour bien préparer votre campagne CDP? Merci Ali. Nous, là, sur cette période-là, il va y avoir deux actions principales. La première, c'est celle de comprendre sa note. Vérifier si entre la note qu'on reçoit et en particulier le détail de la note qu'on reçoit et ce qu'on avait anticipé, est-ce que ça colle bien ou est-ce qu'on a eu des ratés. Donc ça, c'est le premier exercice qu'on fait, vraiment bien comprendre ce qui s'est passé sur notre note. Et le deuxième exercice qu'on a fait, qu'on a fait hier en fait, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est au regard des résultats qu'on a qu'on a maintenant sur une vision globale grâce à notre rapport CSRD qui est quasiment terminé, de voir si on a réussi à fermer certains points sur le CDP, et donc voir si les endroits où on a perdu des points, est-ce qu'en fait on a déjà les premiers éléments qui sont encourageants ou non et qui nous permettent de nous repositionner pour l'année à venir. C'est ces deux étapes-là, nous, qu'on va faire entre janvier et avril et, euh, et qui nous permettent très vite de nous replonger dans l'exercice. Parfait. Donc, après cette prise de recul, donc on se retrouve en avril, en mai. Le CDP commence à publier ses guidance, son nouveau questionnaire. Donc, ça nous permet, nous, de commencer à préparer la campagne avec nos clients, d'identifier les contributeurs internes concernés par le CDP, les engager,
les former, planifier les agendas pour consacrer le temps, pour leur consacrer un temps nécessaire. Comme le CDP, c'est un exercice qui va être long, c'est vraiment un facteur clé de succès de bloquer ce temps-là pour les contributeurs pour qu'ils puissent, pendant la campagne, avoir le temps nécessaire pour répondre aux questions. On anticipe également la collecte, comme on a maintenant à ce moment-là le questionnaire, en particulier pour les données quantitatives, les données climat, énergie, carbone, qui vous permettront donc de gagner du temps pendant la campagne. Thibaut, vous, en avril, mai, quelles sont les bonnes pratiques que vous mettez en place chaque année? Ouais, de notre côté, alors chez L'Oréal, on a une organisation assez large et donc on s'assure de bien onboarder tout le monde, en particulier s'il y a eu des changements dans l'organisation, de bien préparer tout le monde à libérer une partie de son temps sur le reste de la campagne et sur ce qui va arriver. S'assurer que de mesurer ce qu'est l'exercice du CDP, en particulier pour ceux qui ne l'ont jamais fait. La deuxième chose, ça va être grâce à la publication du nouveau questionnaire et de la scoring, de très vite prévenir dans notre organisation les entités qui vont avoir des changements. Remettre à jour sa réponse, c'est une chose. Quand il y a des changements, ça demande un travail supplémentaire. Et donc ça, l'enjeu, c'est de l'identifier très vite pour que les personnes au sein de notre organisation qui vont être touchées par ces changements-là, pour qu'ils puissent très vite se préparer et avoir en tête ce qui va être demandé. On joue sur ces deux leviers-là à ce moment-là. Parfait. Après l'étape 1, on se retrouve donc rapidement début juin. Donc avant de commencer à mettre à jour la réponse, c'est très important donc de analyser la réponse de l'année passée avec les nouveaux critères de scoring. L'objectif, c'est d'estimer la note que vous auriez reçue avec le progrès de réponse de l'année passée pour évaluer les gaps et prioriser votre réponse. Très important également, lorsqu'on réalise cette note, on la présente à l'ensemble des contributeurs concernés, au top management, pour pouvoir embarquer tout le monde, pour pouvoir commencer la rédaction. Ça, chez nous, c'est vraiment un moment clé. C'est d'ailleurs l'un des moments où on retourne parler au top management très rapidement parce que c'est ce qui nous permet de définir clairement là où il va y avoir des priorités et là où il va y avoir des risques. Donc c'est un super moment et ça nous permet de bien axer sur ce que va être le reste de la campagne. Et nous, on fait ça en général, on essaie de faire ça la dernière semaine de mai ou tout début juin pour se laisser le plus de temps possible pour après répondre aux questions. Oui, oui, c'est assez important, encore une fois, de s'y prendre en amont, donc de bien anticiper. Sur l'étape 3, typiquement, lorsqu'on a réalisé ce travail, donc cette gap analysis initiale, qu'on a nos priorités, qu'on sait sur quelles questions commencer, très important d'onboarder, de faire des onboarding individuels avec les contributeurs qui vont commencer à travailler sur les questions, pour les former, encore une fois, pour leur montrer quelles questions et quels sont les enjeux sur lesquels ils vont devoir répondre et mettre à jour leurs questions et les informations. Donc, bien prendre le temps avec un expert externe ou un expert interne, de prendre le temps, ce temps-là, avec les contributeurs, avec des réunions individuelles, bien organiser donc la rédaction avec des fichiers ou des outils internes pour faciliter la vie des contributeurs. Le CDP, c'est un questionnaire qui est assez dense, qui est assez complexe, donc très important de faciliter la vie des contributeurs en découpant des fichiers, en leur ne faisant que répondre qu'à leurs questions pour que ça soit plus simple pour eux de se concentrer vraiment sur leur corps de métier et sur l'information qu'ils doivent donner. Ouais, ici je ne peux qu'être d'accord avec Olivier. Le CDP est trop large pour être, en tout cas nous c'est notre vision des choses, il est trop large pour être pris par une seule personne, une seule équipe, et donc il s'agit vraiment de faire un découpage clair sur qui fait quoi, qui doit s'adapter à l'organisation interne. Et s'adapter à l'organisation interne, ça permet aussi d'avoir un vrai ownership sur les questions. Si on coordonne dans mon équipe la réponse, si on a la supervision des modules climat, chaque métier, on attribue les questions à des équipes différentes. Et donc, c'est vraiment ces équipes qui sont en charge de répondre à la question, de trouver la data, mais aussi de la faire valider au fur et à mesure par leur hiérarchie. Et donc, ça permet en fait de faire cet exercice, d'avoir un découpage clair des rôles et des responsabilités qui nous permet d'avancer dans le bon ordre et bien organisé. Et donc ça, c'est pour nous, bah, évidemment, c'est le moment le plus dense en termes de charge de travail sur la Mm. question CDP. Mais le fait de bien
de bien l'organiser permet de l'affronter de manière plus sereine. Et juste pour donner ici les milestones, en effet, nous, on va démarrer plutôt cet exercice-là à partir de début juin et on vit et on essaye de le terminer la première semaine de juillet. Ça laisse en moyenne 5 semaines aux contributeurs pour faire cet exercice et ça permet d'avoir ensuite un peu plus de temps sur les étapes d'après. Euh, mais nous, en effet, on avance notre deadline là par rapport à ce que vous voyez sur la slide. Mm. Et juste pour ajouter un élément, bonne pratique, nous, qu'on recommande à nos clients, c'est si vous travaillez sur un fichier ou un outil qui est différent de l'ORS, donc de l'outil du CDP, c'est de le renseigner et de le remplir progressivement. Typiquement, ça peut être aussi très chronophage de renseigner toutes les réponses dans l'ORS. Donc, dès que vous avez une réponse qui est validée, renseignez petit à petit l'ORS pour que vous puissiez lisser la charge tout au long de la campagne et ne pas vous retrouver en fin de campagne à devoir renseigner l'ensemble de votre questionnaire dans l'ORS, ce qui peut être source de stress et de temps en plus. Concernant l'étape 4, à partir de début juillet, fin août, normalement, vous commencez à avoir un draft de réponse assez conséquent avec donc une réponse actualisée, donc une bonne vision de votre projet de réponse. Nous, à ce moment-là, ce qu'on recommande à nos clients, c'est de réaliser une deuxième revue critique, donc de refaire une simulation de la note pour évaluer les derniers ajustements et les éléments qui peuvent être modifiés pour pouvoir accéder et gagner plus de points. Donc l'objectif à ce moment-là, c'est d'avoir donc à court terme des résultats, mais aussi à long terme. Typiquement, si on réalise cette revue critique finale début juillet ou fin juillet, ça nous laisse ensuite 6 mois pour pouvoir mettre en place des actions pour être prêts pour le CDP 2027. Donc nous, on voit vraiment le CDP comme un cycle continu pour pouvoir s'améliorer d'année en année. Donc typiquement, on n'attend pas la fin de la campagne pour mettre en place des actions. Si on voit que des éléments ne peuvent pas être améliorés pendant ce cycle, pendant le cycle 2026, on recommande à nos clients de d'ores et déjà mettre en place des éléments pour pouvoir améliorer la note en 2027. Ouais, ici, encore une fois, je ne peux qu'être d'accord avec Olivier. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'après avoir s'être organisé et avoir distribué les rôles, c'est le moment où on reprend de la hauteur. Avec nous on l'appelle la gap analysis finale, c'est le moment où on regarde bon, bah, la somme des réponses de tout le monde, où est-ce que ça nous amène par rapport à ce qu'on avait prévu initialement, qu'est-ce qu'on a réussi à améliorer, qu'est-ce qui a été corrigé, et surtout, bah, où est-ce qu'on a encore des points à aller gagner? Et si oui ou non, est-ce qu'on veut aller les gagner? Et comment est-ce qu'on s'organise pour être en ordre de bataille pour l'année prochaine? Et donc ça, c'est un moment vraiment crucial. Ça fait partie aussi des moments où on reparle parler à notre top management parce que ça donne la première vision de dire, bon, bah, voilà, où est-ce qu'on devrait tomber? Et c'est vraiment un moment crucial pour nous. C'est un super moment de conversation et c'est vraiment un moment qui permet de prendre ce que je disais juste avant, vraiment une prise de recul sur l'exercice après être rentré dans le détail des questions et avoir sorti des chiffres par pays, par entité à un niveau de détail assez incroyable. Ça fait du bien de re-regarder sa réponse complète et de voir ce qu'on a réussi à faire. Mm. Oui, c'est un très bon point. Donc à ce moment-là, on a une réponse complète. On a donc une gap analysis finale, les enjeux. On est assez arrêté sur les, les enjeux en termes de points. Donc là, l'objectif, ça va être de s'assurer de la cohérence. Donc on a un projet de réponse et on recommande à nos clients d'entamer des rounds de relecture. Donc de faire relire au fur et à mesure par les contributeurs qui ont travaillé directement sur la réponse, mais aussi par le top management pour valider progressivement la réponse et s'assurer de la cohérence des informations transmises dans le CDP. Aussi, information importante, c'est vérifier de manière très rigoureuse l'ORS. Surtout si vous avez travaillé via des fichiers annexes ou via des outils extérieurs à l'ORS, très important de faire une vérification exhaustive de votre projet de réponse validée avec les informations transmises dans l'ORS. Car une erreur de reporting peut vous coûter cher en termes de points. Donc c'est très important d'être sûr à 100%
de l'ensemble des informations qui sont transmises. Aussi, dernière bonne pratique sur cette étape 5, c'est vraiment de soumettre votre réponse 1 à 2 jours avant la clôture de l'ORS pour ne pas vous retrouver, si jamais l'ORS se plante euh, au vu de la quantité de personnes qui vont soumettre au même moment, ça peut être une bonne idée de transmettre sa réponse 1 ou 2 jours avant pour pas connaître cette mésaventure-là. Ouais, chez nous, par exemple, je peux vous donner on a 3 rounds de relecture qui vont durer une semaine, plus les membres du COMEX concernés qui ont les 4 semaines d'août pour finaliser leur relecture, ce qui en général nous laisse les 2 semaines de la rentrée de septembre pour les derniers ajustements qu'il y aurait à faire. Euh, et donc là, l'enjeu, bon, bah, pour nous, c'est d'accompagner ces rounds de relecture en donnant à nos relecteurs la vision un peu plus stratégique sur ce à quoi on a répondu, ce qui a changé. etc. Donc ça, c'est vraiment pareil, un exercice intéressant qui vient compléter la gap analysis finale pour éclairer sur ce qu'on a fait et sur ce que les équipes ont travaillé pendant l'exercice du CDP. Et enfin, c'est en tout cas très personnel, mais ce risque d'erreur de saisie, en fait, il y a tellement de questions, le formulaire est tellement long que ça demande de travailler avec beaucoup de méthodologie pour s'assurer que, bon, bah voilà, comment est-ce qu'on garantit que ce qu'on a soumis, c'est vraiment ce qu'on voulait déclarer. Et donc là, nous aussi, on se met avec une core team à faire une relecture, à bien repointer nos chiffres clés, bien vérifier que les contrôles clés du CDP qu'on connaît et qui sont publics, bon, bah, vérifier qu'ils passent toujours et qu'on est bien dans les bons ordres de grandeur. Donc là, c'est un moment assez stressant jusqu'à cliquer sur le petit bouton rouge en haut à droite de la validation. C'est un moment où voilà, on veut s'assurer d'être parfait et on fait tout pour. Et enfin, l'étape 6. Donc là, vous avez soumis votre réponse, vous en avez fini pour la campagne 2026. Mais pour nous, ça ne s'arrête pas là. Donc l'objectif, c'est de capitaliser sur l'élan apporté par le CDP. Donc, grâce au CDP, vos équipes se sont mobilisées dans un objectif commun, donc soumettre et valoriser donc, votre stratégie environnementale. Donc à ce moment-là, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire en septembre une présentation donc, de la gap analysis finale et de la feuille de route opérationnelle qui a émergé grâce au CDP. Donc encore une fois, l'objectif, c'est d'embarquer votre équipe, d'embarquer le top management sur ces améliorations prioritaires et sur cette nouvelle roadmap qui a été permise grâce au CDP. Ouais, là-dessus, c'est la dernière étape et relancer le cycle, bien se réaligner sur les points qu'on a envie d'aller chercher pour l'année prochaine. Comment ça se traduit en termes de projet, comment ça se traduit en termes d'organisation et comment est-ce qu'on y va pour au final bah, voir ces résultats-là. Comme je disais au début, on a nos premiers résultats avec notre rapport CSRD qui montre bien tout ce qu'on a accompli sur l'année en cours. Bah, c'est aussi à partir de, bon là, on finit, donc on est sur la ligne, mais on les a déjà en tête depuis le début du mois de juillet. Et là, on doit vraiment être organisé en marge de bataille Mm, pour régler ces points et aller chercher justement les points qu'on a décidé de cibler. mm. Et à noter, donc là j'insiste, donc typiquement sur cette étape 6, on serait théoriquement en septembre, mais c'est très important de prendre vraiment le temps de mettre en place rapidement ces éléments-là pour pouvoir les valoriser en 2027. Donc typiquement, c'est pour ça qu'on recommande de faire la gap analysis dès juillet, fin juillet, pour avoir au moins 6 mois pour mettre en place ces éléments-là. Parce que là, le temps compte. Clairement, en septembre, on a très peu de mois pour pouvoir mettre en place ces éléments-là et s'améliorer pour 2027. Donc c'est très important de s'organiser en amont pour pouvoir, encore une fois, valoriser tous ces éléments pour la prochaine campagne. Et nous, par exemple, les contributeurs nous le demandent. C'est-à-dire qu'après l'investissement qu'ils ont mis au mois de juin pour que tout le monde puisse répondre aux questions, etc., avoir la vision finale sur ce qu'on a soumis, où est-ce qu'on pense se Mm, terminer. On considère aussi que c'est la moindre des choses avec le nombre de personnes qu'on embarque dans ce projet, de leur faire la restitution finale de ce qu'on a soumis, des décisions qui ont été faites, des dernières relectures. Donc ça, c'est aussi un chouette moment. C'est aussi le moment où on célèbre un peu la fin du projet euh, et qu'on démarre les projets qui en découlent. C'est combien de personnes, Thibaut, qui contribuent
Nous, on va considérer que des personnes qui vraiment mettent la main dans la réponse aux questions, on est autour d'une trentaine et en comptant les relecteurs, je pense qu'on atteint la soixantaine. Oui. Mm. Ouais, donc ça fait du monde à mobiliser. Ouais. Non, mais, en tout cas, ça, c'est aussi, nous, de ce qu'on voit, un vrai facteur clé de succès. Donc, la mobilisation des équipes. Donc, clairement, ces grands jalons de présentation sont très importants. Donc, en synthèse, donc là, on est donc à l'étape zéro en ce moment, donc entre janvier et avril, et c'est vraiment important, donc, comme on vous l'a dit, de prendre du recul sur votre réponse pour préparer le nouveau cycle. On va vite arriver en avril-mai, donc ça va être le temps de mobiliser les contributeurs, de planifier leur temps, de les former et de faire donc le mapping question-sujet contributeur. Ensuite, à partir de début juin, avec la publication de la scoring et de la méthodologie CDP, vous serez en mesure d'analyser votre réponse 2025 vs le scoring 2026. Donc là, ça va être vraiment le moment de lancer la campagne avec les questions prioritaires et les enjeux clés de l'année. Mi-juin, vous allez pouvoir, donc, comme je l'ai dit, mettre à jour votre réponse. Au fur et à mesure, donc, avec les contributeurs identifiés et bien fléchés sur chaque question pertinente pour chaque contributeur. Important également donc, de valider au fur et à mesure avec votre top management les questions, actualiser la réponse et alimenter l'ORS de manière progressive. Pour arriver donc début juillet et faire cette deuxième gap analysis finale avec le draft 2026 bien entamé, pour ensuite mettre en place les dernières petites quick wins et entamer aussi la roadmap pour la fin de l'année. Enfin, important, avant soumission, mener une relecture croisée avec l'ensemble des contributeurs et le top management pour valider la cohérence de la réponse et être aligné avec toutes les informations transmises dans votre projet de réponse. Enfin, entre septembre et janvier, très important de capitaliser sur la roadmap qui a émergé du CDP et consolider la dynamique interne. Donc voilà pour ces 6 étapes clés. Et maintenant, important donc de se demander qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Thibaut, enfin, ça peut être intéressant de vous d'expliquer ce que vous mettez en place là aujourd'hui en ce moment côté L'Oréal pour être prêt pour la prochaine campagne. Donc oui, nous, on est vraiment en ce moment dans ce moment de prise de recul. Et ce que je disais plus tôt, on a fait deux choses, dont une hier, qui est de se dire bon bah avec les résultats, ça y est, on a une supervision sur nos résultats liés à notre rapport CSRD. Ces résultats et tout ce qu'on sait autour de ces résultats, comment est-ce qu'on se positionnerait avec sur la scoring? Est-ce qu'on a réussi à gagner des points sur certains sujets? Et donc ça, c'est vraiment un moment qui est assez sympa de faire ce lien-là entre les résultats de l'année et notre réponse au CDP. La deuxième chose qu'on est en train de faire en ce moment, et pareil avec l'accompagnement de SEAS, c'est de se dire, bon, bah, ok, quel est quand on regarde ceux qui ont eu un A au climat, quelles sont leurs forces et et nous, quelles sont nos faiblesses par rapport à eux, est-ce qu'on identifie des risques à l'avenir? Donc c'est sur ces sujets-là qu'on réfléchit pour mieux se positionner dans le futur et sur les futures campagnes. Mm. Non, très clair. Mais encore une fois, nous, la vision qu'on a du CDP, c'est vraiment de l'utiliser comme un outil pour faire un réel IRM, un scan de votre maturité climatique, et ça vous permet de le faire à plusieurs moments. Donc, en début d'année, lorsque le CDP vous communique sa scorecard, début juin, lors de la gap analysis initiale, lorsque vous allez faire la première projection de la note avec vos projets de réponse de l'année passée, et à la fin de la campagne, lorsque vous refaites une projection de votre note. Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir des moments pour faire un point sur votre stratégie climatique et environnementale, qu'est-ce qui peut être amélioré, où vous vous situez par rapport à la concurrence et par rapport au marché. Et ça vous donne vraiment une vision claire de où est-ce que vous pouvez aller et où est-ce que vous pouvez encore vous améliorer. Anne, je ne sais pas si tu veux rajouter des éléments sur cette vision qu'on a du CDP. Oui, moi, ce qui me frappe dans tout ce qu'on a échangé ce matin, c'est cette formidable capacité d'embarquement que propose le CDP. Thibaut nous a extrêmement bien illustré l'embarquement avec son équipe, enfin l'équipe avec laquelle il travaille et qu'il coordonne de 30 personnes en garde rapprochée
tendue vers l'objectif de répondre au mieux au questionnaire, mais aussi l'embarquement de la direction générale à trois points clés. Au démarrage, au milieu pour solliciter leur relecture et à la fin pour faire le bilan et voir quels sont les axes d'amélioration pour l'année qui vient. Et donc, on voit bien combien le CDP pousse à l'action, pousse à l'engagement des personnes et vient faire ce lien entre finalement une note qui vient valoriser tout le travail à l'extérieur à l'issue d'une année de campagne, mais aussi tout l'élan. Et j'ai trouvé ça excellent, Thibaut, quand tu as dit, bah, finalement, tout le monde a mouillé la chemise pour remplir le CDP. Et donc, il y a une attente interne forte pour aller plus loin. Donc, à la fois attente interne, attente des investisseurs, qui, j'imagine, enfin, évidemment, regardent que les très beaux scores soient maintenus d'année en année, et ce qui exige une ambition forte, accompagnée, comme je le disais au début, de mise en action concrète. Et puis, je terminerai par un dernier mot. On est aujourd'hui le 10 février. Vous avez sans doute en tête les points d'amélioration qui clôturaient la campagne 2025. Vous êtes en charge du reporting et sans doute que vous avez des équipes qui œuvrent sur le terrain pour pousser les feux. Et peut-être que ce premier semestre 2026 est également une opportunité pour dérouler des axes de progrès qui, complétés aux axes de progrès du deuxième semestre 2026 après le résultat de la campagne, pourront constituer un joli paquet pour vous préparer une excellente note en 2027 sur la base de vos efforts 2026. Voilà ce que je voulais dire et je pense qu'on est parfaitement dans le timing et qu'on a une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Alors j'en vois une. Olivier et puis sans doute Thibaut, tu as un avis sur le sujet. La question de la synergie entre le CDP et la CSRD en matière d'équipe, d'organisation et de gouvernance. Quelles sont les synergies possibles à la croisée de ces deux reportings, qui, je rappelle, n'ont pas évidemment les mêmes objectifs. Peut-être Thibaut, je te laisse répondre et je pourrais compléter par la suite. C'est une excellente question et d'autant plus que nous chez L'Oréal, c'est notre équipe qui va gérer le CDP alors qu'on est un contributeur parmi d'autres à la CSRD et inversement, l'équipe qui s'occupe de consolider la CSRD et devient un contributeur du CDP. C'est un choix d'organisation qu'on a fait qui est hérité aussi des organisations précédentes. Donc c'est vrai en effet, on a séparé l'organisation et ça donne des choses assez intéressantes. En termes de synergie, moi je vais surtout revenir sur ce moment, sur le moment actuel. On voit et on a les résultats. Donc en fait, on a pas mal de points au CDP sur les targets, par exemple. Bon, bah, à ce moment-là de l'année, en remplissant notre rapport CSRD, on sait où on en est sur les targets. Et on doit tous clôturer nos résultats parce qu'on est audité par les auditeurs aux comptes et donc la plupart de nos résultats sont clôturés. Et même s'ils ne rentrent pas pour répondre à la CSRD, on ne va pas dans le même niveau de détail que pour répondre au CDP. On sait qu'on a les résultats par équipe et donc moi, ça me coûte un Teams et 2 emails de savoir si le point qui était encore ouvert l'an dernier, il est bien tombé auprès d'équipes dont j'ai pas moi-même la capacité à aller voir les chiffres. Mais par exemple, sur des sujets qui étaient sensibles directement dans mon équipe, dès qu'on a eu les chiffres validés par les commissaires aux comptes, c'est les premières analyses qu'on a fait tourner pour savoir comment est-ce qu'on se positionnait sur le CDP. Donc, la CSRD est vraiment le moment qui arrête nos chiffres et nous permet de se projeter. L'autre chose qui est intéressante, nous, la CSRD est animée en projet avec des contributeurs, le CDP pareil, et les contributeurs sont globalement les mêmes. Et donc, en fait, cette communauté de contributeurs
se retrouve et c'est facile de l'activer parce que elle s'est retrouvée pour la CSRD sur la deuxième partie du semestre, elle se retrouve sur le CDP sur la première partie. Mais c'est une excellente question. Et le dernier sujet sur lequel je pense que cette question à laquelle elle peut faire écho, c'est qu'est-ce qu'on met dans le CDP qui n'est pas dans la CSRD et qu'est-ce qu'on met dans la Mm. CSRD qui n'est pas dans le CDP. Et là, ça devient des choix intéressants et ça demande de travailler. Donc nous, parce que c'est deux équipes différentes qui gèrent les projets, ça nous demande de travailler ensemble de manière très proche pour décider si vous avez fait le choix de ne pas rendre public ça dans la CSRD, enfin, ce n'est pas obligé d'être rendu public plutôt dans la CSRD. Est-ce qu'on accepte de le rendre public par le CDP? Oui, non, pourquoi? Quel est l'enjeu? Quel est l'impact en termes de scoring? Et donc, c'est des réflexions hyper intéressantes. Euh, on pourrait, nous, être organisés avec beaucoup plus de synergie, que ce soit la même équipe qui fasse l'exercice. On y a réfléchi. Mais au final, avoir la même communauté de contributeurs, je pense que ça nous permet déjà de répondre à une grande partie des questions. Le fait de se connaître, de travailler ensemble régulièrement, c'est l'un de nos gros avantages et ça en fait la force principale, je pense. Mm. Et si je peux compléter, donc peut-être moi je vais prendre l'élément dans l'autre sens. Je pense que les reporting extra-financiers type CDP, SNP et Covadis peuvent aider la CSRD parce qu'on va avoir un retour sur une note avec vraiment un élément de maturité contrairement à la CSRD, ce qui va nous permettre d'avoir une vision différente et qui va permettre a fortiori de challenger la CSRD. Donc c'est aussi intéressant de le voir dans ce sens-là. L'un nourrit l'autre et l'autre ne nourrit, enfin l'un dans l'autre, ils se nourrissent. Merci beaucoup, c'est très complet comme réponse. Une autre question, Thibaut, est-ce que tu aurais quelques trucs et astuces à nous partager sur la manière d'engager le COMEX sur ce sujet-là qui, a priori, est pas quand même le sujet où on a un engouement a priori. Et je crois qu'il y avait, quand on a préparé cette session, je crois que tu nous avais partagé notamment un tips sur la manière de présenter les sujets, mais tu en as peut-être d'autres aussi. Alors nous, c'est vrai qu'en termes d'engouement, notre note et le fait d'être la seule entreprise triple A depuis 10 ans, ça aide à l'engouement. On va pas se mentir. Et donc très vite, les membres concernés veulent savoir comment est-ce que l'année s'annonce, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. Et donc c'est vrai que ils sont en demande, ils sont très attentifs au changement du CDP. Ça c'est un sujet parce que c'est toujours un risque. Comme le CDP fournit sa guidance et son scoring après que l'année soit terminée, on peut avoir de mauvaises surprises. Donc on est particulièrement attentif à ce sujet-là. Euh, Nous, il y a deux sujets qu'on anime vraiment avec le top management. Alors, on réfléchit pas. Une bonne note font qu'on réfléchit plutôt par points perdus. Et donc, c'est en fait où est-ce qu'on a des points perdus? Est-ce qu'on les a résolus? Est-ce qu'on veut les résoudre? Et si oui, comment? Donc ça va être vraiment les premiers types de discussions qu'on va avoir avec le top management. Le deuxième, euh, le deuxième type de discussion qu'on va avoir avec eux, et en particulier l'an dernier avec le lancement de la CSRD, c'est qu'est-ce qu'on a publié dans la CSRD, qu'est-ce qu'on dit en plus dans le CDP. Donc ça, c'est pour eux une information hyper importante de savoir ce qui est disponible pour l'externe, que ça soit via la CSRD qui connaissent sur le bout des ongles ou que ça soit sur le CDP, qui est quand même plus aride à lire, et donc on doit, nous, être capable de fournir cette information. Et je dirais le dernier point qui a été particulièrement important et qui nous aide à les engager, c'est quand on fait du CDP aussi et des données du CDP, et là on travaille avec Olivier pour faire ça. Comment est-ce qu'on se positionne avec nos résultats, avec notre note détaillée, comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux autres A climat, par rapport aux autres A sur l'eau, par rapport à notre secteur? Et ces données-là, qui sont, quand on répond au CDP, des données publiques, pour nous, c'est un moment précieux et c'est un moment qui permet de
réfléchir et de retrouver alors moi c'est une manière que j'aime bien de réfléchir, mais de retrouver de la donnée brute et de se dire, bah, en fait, on se positionne ici et voilà pourquoi on pense. Sur comment embarquer le top management, je pense qu'on a ces trois sujets-là auxquels chez nous, ils sont particulièrement sensibles et, euh, et qu'on essaye d'activer le mieux possible et, comme l'a montré Olivier plus tôt, régulièrement dans l'année. Le CDP, Mm. c'est pas juste la campagne de juin, c'est un sujet qui doit revenir et faire réfléchir à des moments un peu clés de l'année. Euh, parce qu'en effet, sinon, c'est juste vu comme un poids Mm. qui mobilise les équipes. Bah, merci. Donc, ça veut dire que concrètement, dans les agendas de réunion, j'imagine, mensuelles du COMEX de L'Oréal, il y a un créneau qui vous est réservé, si j'ai bien suivi, en mai, en juillet et en septembre. C'est ça? Ouais. Alors, Voilà, peut-être pas jusqu'au créneau dans l'agenda, mais c'est au moins un quasiment. email et des bons résumés avec nos patrons. Ouais. Ok, super. Merci Thibaut. C'est une question plutôt à ton attention, Olivier. On a deux questions qui se rejoignent. De primo-accédants au CDP. Est-ce que nous aurions des conseils pour un bon premier run de CDP avec ces infos qui circulent, que l'outil, ce fameux ORS, est difficile à manier, avec certains bugs, et donc tout ça peut rendre l'exercice fastidieux et chronophage. Dixit Joséphine qui nous pose la question. Et recommandez-vous de tout rédiger sur un fichier externe? Mm. Bah, ça, c'est une bonne question. Déjà, ce qui est important à noter, c'est que lorsque vous allez répondre pour la première fois, votre note ne sera pas forcément publique. Vous allez pouvoir choisir ou pas de la communiquer. Donc ça vous permet aussi de gagner enfin, d'avoir du temps et de se dire, OK, bah, le premier exercice, c'est vraiment un exercice qui peut être considéré à blanc pour pouvoir se tester. Donc ça, c'est déjà un élément qui est important sur le côté stress de la réponse, qui peut être aussi important d'un point de vue pour une entreprise. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, moi, je conseillerais de se faire accompagner par un organisme externe spécialiste du CDP pour que vous puissiez vous concentrer sur les données et votre métier. Le CDP, c'est assez complexe, comme on l'a dit, et demande beaucoup d'informations et des informations assez précises. Donc, c'est très compliqué si à la fois vous devez monter en compétence sur le questionnaire en soi et la méthodologie CDP, et monter en compétence sur les données et l'expertise nécessaire pour y répondre. Donc, dans un premier temps, moi, si je devais répondre pour la première fois, je me ferais accompagner par un organisme qui me permettrait de, de déléguer cette partie méthodologie, répondre, donc vraiment le côté un petit peu fastidieux qui peut être compliqué à appréhender pour une première réponse, pour pouvoir vous concentrer, vous, sur votre expertise, ce qui est vraiment clé. Ensuite, personnellement, je recommande pour l'instant de répondre via des fichiers annexes. Donc typiquement, nous, on en a développé des fichiers Excel ou d'autres fichiers, d'autres formats pour vous permettre d'avoir des éléments, enfin des fichiers plus user-friendly qui permettent d'avoir un aspect plus collaboratif entre les différents contributeurs. Il existe aussi d'autres plateformes qui permettent de le faire, mais pour l'instant, l'ORS, c'est difficilement, enfin c'est pas très facile pour les contributeurs de communiquer, euh, rétra- de, de, de distribuer les questions, etc. Donc moi, je recommanderais donc un, un outil externe pour pouvoir le faire, pour pouvoir y répondre. Donc ça, c'est un point important. Et encore une fois, donc bien aussi s'organiser en amont. Donc typiquement, ne pas attendre l'ouverture de l'ORS mi-juin pour commencer à répondre au questionnaire et le faire dès réception donc des nouveaux questionnaires, donc dès fin avril, pour avoir mai, juin, juillet, août, donc 4 mois pour pouvoir répondre à sa question. Donc ça, le temps, ça va être vraiment important pour un primo-répondant. Donc commencez dès que vous pouvez, même aujourd'hui, avec en général, bon nombre de questions n'évoluent pas d'une année à l'autre. Donc clairement, si vous avez du temps pour commencer d'ores et déjà à regarder et à voir si ces informations-là, vous les avez ou pas,
moi, ça serait mon conseil, c'est de commencer dès que vous pouvez. Merci Olivier. Je ne sais pas Thibaut si tu veux ajouter un mot ou si c'est complet à ton avis. Alors moi j'ai eu la chance de quand j'ai démarré le CDP qui tourne déjà plutôt bien chez L'Oréal. Là où je ne peux qu'être d'accord avec Olivier, c'est sur il y a en tout cas moi la manière dont je le perçois c'est qu'il y a un double exercice. Il y a un exercice de comprendre ce que le CDP attend et de structurer les éléments qu'on a en interne pour répondre au CDP. Et c'est vrai que le fait de se faire accompagner sur la partie qu'est-ce que le CDP attend, ça facilite énormément la Mm, partie qui permet de se structurer en interne et de prendre les décisions, les hypothèses et la manière de rédiger qui convient pour optimiser sa réponse. Et on peut, au vu des questions, je trouve, du nombre de choix déroulants qu'il peut y avoir, vite se sentir perdu la première fois qu'on affronte ce questionnaire. Et c'est là que si on a l'accompagnement sur la partie CDP, ça nous permet de se concentrer sur soi-même et c'est déjà assez difficile de tourner ces données dans tous les sens pour répondre au CDP, de rassembler tous les éléments pour voilà, ne pas se rajouter en tant que contributeur individuel, de devoir zoomer dans la guidance, de devoir mm. zoomer dans la scoring, en particulier si on le découvre pour la première fois. En tout cas, c'est très la personnel comme ressenti, mais je suis plutôt aligné avec ce que vous a dit Olivier plus tôt. Très clair, merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes, ce qui me donne envie, Thibaut, de te poser une dernière question, évidemment libre à toi de botter en touche ou d'y répondre. On a démarré en disant que notre ambition commune, puisqu'on est tous, je crois, autour de cette table, animés par l'impact, c'était d'utiliser le CDP comme un levier stratégique et un levier d'action. Parmi les grands sujets qui sont sur la table de réflexion et d'amélioration de L'Oréal, est-ce qu'il est possible de nous partager quelques sujets d'importance ou est-ce que c'est de nature confidentielle et auquel cas, évidemment, on respecterait totalement. Non, moi, ce que je peux partager, c'est quelques, et sans forcément donner d'exemples toujours hyper précis, mais c'est quelques sujets sur lesquels le CDP nous en interne, poussé à nous aligner, à nous organiser. Et, euh, et j'ai déjà mentionné le mécanisme de feedback au sein du conseil d'administration, donc qui a été venu, si ma mémoire est bonne, un critère A-list dans le climat. Donc le fait, voilà, ça fait partie des changements dans le CDP qui nous ont fortement poussé à réfléchir. On en a d'autres. La manière dont sont structurées les questions du CDP, elles nous ont aussi amené à restructurer la manière dont on collecte la donnée sur certains sujets, à zoomer sur certaines catégories Mm. qui nous semblaient pas tout à fait importantes. Et donc, en fait, qu'on a rajouté quand on a vu que on devait prendre des tas d'hypothèses avant de pouvoir répondre au CDP. Je trouve que la manière, alors parfois ça rentre dans des niveaux de détail assez impressionnants, mais la manière dont est structurée la demande de données pour le CDP, que ça soit sur l'énergie ou sur l'eau, c'est une excellente manière de réfléchir en interne, à savoir comment est-ce qu'on collecte Mm. la donnée. Donc ça fait partie des vrais plus du CDP. Et moi, ouais, j'ai en tête, par exemple, sur des critères A-list, quand un élément devient un critère A-list, bah, chez nous, il devient surveillé comme l'huile sur le feu. Alors, c'est lié à notre position, mais tout ce qui est critère A-list aujourd'hui, on le suit et on le suit pas uniquement à la fin de l'année ou en début pour savoir si on est bien, mais on le suit tout au long de l'année pour voir si on doit prendre des actions correctives, s'il y a des projets à lancer, s'il y a une organisation à mettre en place, parce que pour nous, c'est un sujet important. Donc, voilà, sans rentrer dans des exemples précis, ça nous fait réfléchir, ça nous aide à nous organiser, et c'est le thème du séminaire d'aujourd'hui, et c'est pour ça que Mm. j'y participe, c'est qu'on en fait un vrai levier d'action dans notre quotidien. Mm. Merci beaucoup. C'est un très beau mot de la fin. Je ne vais rien ajouter de plus. On a démarré Mm. à 32, il est 31. Un immense merci Thibaut
pour ta contribution et tes éclairages vraiment très pertinents et très aidants, très inspirants. Merci Olivier et merci à toute l'équipe qui a contribué à l'organisation de ce séminaire à nouveau. Et à très vite pour les nouvelles aventures 2026 du CDP. Bon appétit! Merci beaucoup.